Que nous saurons. Il est 6 heures. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester sur Radio Côte d'Ivoire et de suivre nos programmes à Bouna d'Orobo sur les 88.3 MHz. Bienvenue dans la première session de l'information qui s'ouvre avec un journal. Charles Cablan, bonjour. Bonjour Estelle. Dans l'actualité de ce jeudi, le 27e congrès de l'UPU, l'Union postale universelle. Il aura lieu à Abidjan du 9 au 27 août prochain. 192 pays prendront part à ce congrès qui va observer quelques restrictions. 123 établissements sanitaires bientôt réhabilités et équipés. La signature de convention entre le ministre de la Santé et l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire vient d'être signée. Et puis nous serons à Diglo et à Diokwe où dans 6 mois, ces deux villes auront de l'eau potable en permanence. Et puis, hors de chez nous, affaire des biens mal acquis en Guinée équatoriale, le fils du président condamné en appel à 3 ans de prison avec sursis. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Vous suivez l'édition de 6 heures. Bonjour et bienvenue à tous. 27e congrès de l'UPU, Union postale universelle, va se tenir donc à Abidjan et tout est fin prêt pour l'événement. Cet événement qui va recevoir 192 pays se fera en mode hybride. Il se tiendra en présentiel et de façon virtuelle. Le ministre de l'économie numérique revient sur les retombées de ce congrès. Le fait d'avoir 192 postes nationaux des différents pays va nous permettre déjà de partager avec eux nos expériences. Il y a des pays où les choses se passent très bien, ou des pays où les choses se passent moins bien. Donc nous, on va s'inspirer déjà, donc du point de vue stratégique, voir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans les temps à venir pour redémarrer notre activité postale. Et ensuite, l'Union postale universelle va définir une nouvelle stratégie. Grâce à ces 3 semaines de réflexion qui auront lieu donc à Abidjan, on aura la capacité à redéfinir et, je dirais, redesigner notre poste. Et puis après, il y a tout ce qui va, on a aussi sur l'image de marque. Donc je pense que quelque part, on aura la capacité aussi pendant ce temps-là de faire connaître encore mieux notre pays. Roger Adom, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, qui parlait là donc de la tenue du 27e congrès de l'UPU, l'Union postale universelle, qui va donc se tenir à Abidjan. Ça sera du 9 au 27 août prochain. On parle maintenant de santé. 123 établissements sanitaires de premier contact bientôt réhabilités et équipés en Côte d'Ivoire. Et c'est une entreprise indienne qui remporte le marché. La signature de convention entre le ministre de la Santé et l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire a eu lieu ce mercredi. Les travaux vont durer 12 mois et sont financés par la Banque d'investissement de la CEDEAO. Ce projet va améliorer la qualité des services, notamment en santé maternelle. On écoute le ministre de la Santé. Cette signature va nous permettre de mettre à la disposition donc, de nos populations 123 sites qui seront complètement réhabilités et équipés, comprenant des hôpitaux généraux, des CHR, mais également comprenant surtout des établissements de premier contact qui vont permettre donc de renforcer notre système de santé. Parce que ce que nous envisageons de faire, c'est que grâce à ce projet, nous allons contribuer à mettre en place le réseau des soins de proximité que nous voulons, pour renforcer non seulement la promotion de la santé à la base, mais renforcer la prévention donc, des maladies. Et pouvoir donc prendre en charge très tôt dans la proximité donc, une grande partie donc, des populations
de notre pays. Pierre Demba, le ministre de la Santé. Fête des armées, deuxième édition. Les activités marquant cette célébration ont officiellement été lancées et ça a commencé par cette opération de don de sang. 5000 poches de sang doivent être collectées par l'armée. Cette opération s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia. Nous espérons que malgré nos différences et les différends que nous pourrions avoir, que l'esprit de solidarité, d'entraide mutuelle devienne une obligation, un réflexe d'abord entre nos différentes forces et ensuite entre nos forces et la nation. Dans tous les cas, face aux nouvelles menaces qui guettent nos différents États, cette solidarité est désormais indispensable. Pour commencer, nous avons donc souhaité poser un acte de solidarité vis-à-vis des populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les malades, les personnes qui ont besoin de sang. Donc notre intention est de réunir 5000 poches de sang pour sauver des vies. Les prochaines étapes, mercredi, nous serons à la frontière, dans des villages qui ont été victimes d'actes terroristes. Et dans ces villages-là, nous ferons des dons en vivres, en médicaments, etc. pour leur apporter le soutien des forces de défense et de sécurité dans leur ensemble. Créée en 1961, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée célèbre ses 60 ans d'existence. Le lancement officiel des activités de cet anniversaire a été marqué par la conférence de presse animée par la ministre du Plan et du Développement qui a présenté le programme des festivités et les acquis de cette école. Corona Sekongo. En 60 années d'existence, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée a formé 4000 statisticiens issus de 27 nationalités d'Afrique et d'Haïti. Une école d'excellence qui mérite d'être célébrée pour la qualité des formations, selon la ministre du Plan et du Développement Kabaniale, qui dévoile le programme des activités. L'organisation de conférences mensuelles sur les enjeux actuels de développement animées par les personnalités ou experts de haut niveau. Les activités de communication dont la présente cérémonie de lancement des festivités fait partie. Il y aura des activités festives et de sorties de promotion. La cérémonie de distinction des directeurs, du personnel et des personnes ayant contribué au rayonnement de l'école se tiendra en décembre 2021. La ministre a aussi présenté les débouchés des formations proposées et les domaines d'activité où sont présents les statisticiens formés à l'ENCA. On les retrouve à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à l'OCDE, à l'UNFPA, à Paris 21, à l'UNICEF, l'UNECA, le BIT, le FAO, Afristat, la BOAD, à la BCAO, à l'UEMOA, à la Banque islamique de développement et j'en passe. La cérémonie de diplomation des étudiants de la promotion 2021 se tiendra le 5 août sous le parrainage du Premier ministre Patrick Hachi. 7 inspecteurs de l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire ont prêté serment au tribunal de première instance. Cette prestation de serment leur permet d'avoir le pouvoir de police judiciaire afin de protéger la population contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Cette cérémonie a été l'occasion pour le directeur général de l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire de revenir sur le rôle que joue cette autorité. Georges-Alain Monéan. Dans le domaine médical, en radiothérapie pour soigner le cancer, dans le domaine industriel tel que les mines, dans le domaine agricole, dans tout autre domaine, même dans le domaine de la brasserie, on utilise des sources nucléaires. Et ces sources nucléaires, ceux qui les utilisent sont exposés à ce nucléaire. Donc ces personnes, il faut mettre le cadre réglementaire autour pour que nous nous occupons de ces personnes. Nous veillons à ce que la santé de ces personnes qui travaillent autour de ces sources, qui utilisent ces sources dans leurs travaux quotidiens, puisse être en bonne santé. Donc nous veillons à l'utilisation sûre et sécurisée de ces sources. L'actualité cette semaine marquée par cette rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. Des Ivoiriens se disent satisfaits et saluent l'initiative qui, selon eux, constitue une véritable avancée pour l'apaisement du climat politique et de la réconciliation nationale. Quelques réactions. Joël Kouadé, on attendait ça depuis longtemps. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens se regardaient en chien de faïence. Or, ici, normalement, quand on regarde, l'Ivoirien n'aime pas parler. Mais
avec la crise politique, chacun était dans son camp retranché. Hier, les deux se sont rencontrés, ça fait que l'atmosphère était détendue maintenant. On peut dire que c'est une liberté maintenant. Jacques a ici, mais je pense que la rencontre d'hier a prouvé effectivement que ces deux personnes-là, ils ont l'appris de se causer. C'était le souhait de tout un chacun. Dans la fraternité ivoirienne, moi je pense que c'est une très bonne chose. Si lui-même étant président, il a été acquitté et puis il est rentré en Côte d'Ivoire, il est normal que tous les prisonniers politiques de 2010 jusqu'à ce jour soient libérés. Miss, comment les Ivoiriens n'ont pas pensé un seul instant que ça pouvait se réaliser. Vu les rancœurs, ce qui se disait, d'autres même pensaient que dès que le président Gbagbo venait, il allait avoir peut-être une autre guerre. Ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, même je dirais qu'ils ont mis même la honte même sur la population parce que les deux se sont rencontrés. On n'a pas cherché à voir dans le cœur de tout un chacun de ce que chacun pense de son ami. Mais déjà, l'initiative est déjà une bonne chose. Adduction en eau potable, bientôt le soulagement pour Djiglo et Diokwe, ces deux villes. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a procédé en fin de semaine dernière au lancement des travaux de construction d'unités d'approvisionnement dans ces deux localités. Coût global des travaux qui vont durer 6 mois, un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Gervais Kwasi. La production usine d'eau à Diokwe est de 1800 mètres cubes par jour, alors que le besoin de la population est estimé à 5100 mètres cubes par jour, soit un déficit de 3300 mètres cubes par jour. La réalisation d'unités de production du liquide précieux, source de vie, va permettre à la capitale régionale du Guémont de bénéficier d'une production usine de 5800 mètres cubes par jour, au-delà du besoin que je vous rappelle est de 5100 mètres cubes par jour, soit un excédent de 700 mètres cubes d'eau par jour. Si à Diokwe, le besoin des populations en eau sera entièrement satisfait, ce n'est pas le cas à Djiglo. Cependant, la proportion des populations en manque sera amenuisée dans la capitale régionale du Cavali. La production usine en eau est de 900 mètres cubes par jour, alors que le besoin s'élève à 3800 mètres cubes par jour, soit un déficit de 2900 mètres cubes. Au terme des travaux, le déficit ne sera que de 900 mètres cubes par jour, puisque la production usine passera à 2900 mètres cubes par jour. Le ministre de l'Hydraulique se veut rassurant sur l'engagement du gouvernement à pourvoir nos ménages en eau potable, aussi bien en zone urbaine que rurale. Laurent Tchagba. Notre présence témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations vivantes en Côte d'Ivoire, notamment leur approvisionnement en eau potable, source de vie. Les travaux sont financés par la Société Générale France et réalisés par les entreprises Suez et Franzetti Côte d'Ivoire. Gervais Kwasi, Diokwe, Radio Côte d'Ivoire. La Cour de cassation a rejeté ce mercredi le recours déposé par Théodorin Obiang. Le fils du président équato-guinéen contestait sa condamnation en France pour détournement de fonds publics dans son pays. Sa défense estimait que la justice française n'avait pas à se prononcer sur des délits commis à l'étranger, mais la Cour de cassation en a donc décidé autrement. La plus haute juridiction française a estimé que la décision rendue par les juges était bien conforme à la loi. La justice française pouvait donc se prononcer sur ces détournements d'argent, même s'ils ont eu lieu à l'étranger. La condamnation en appel de Théodorin Obiang est donc confirmée. Il devra donc s'acquitter d'une amende de 30 millions d'euros, soit plus de 19 milliards de francs CFA, et sera condamné à 3 ans de prison avec sursis pour blanchiment d'abus de biens sociaux et de détournement d'argent public. Par ailleurs, la Guinée équatoriale pourrait devenir le premier pays à bénéficier d'un nouveau mécanisme de restitution des avoirs des biens mal acquis. La semaine dernière, les députés français ont adopté ce dispositif qui permet de rendre aux populations les recettes des biens confisqués. Dans le cas de Théodorin Obiang, son patrimoine estimé à 150 millions d'euros, soit environ 100 milliards de francs CFA, va être vendu aux enchères et l'argent récolté utilisé pour des actions de développement en Guinée équatoriale. Et puis, crise politique en Tunisie, 3 jours après le limogeage du Premier ministre et la suspension du Parlement pour 30 jours. Kaïs Saïed s'est adressé à ses concitoyens ce mercredi. Il n'a toutefois pas fourni de feuille de route ou le nom d'un nouveau chef du gouvernement. Le président a plutôt énoncé des mesures qui rappellent fortement son programme électoral de 2019. Il a dénoncé le détournement de fonds publics par des hommes d'affaires corrompus sous la dictature et leur proposé une forme de réconciliation. Sont concernées 460 personnes dont les noms ont été répertoriés dans le rapport d'une commission d'enquête sur la corruption et la violence sous l'ancien président Ben Ali, publié en 2011. Kaïs Saïed leur propose d'investir dans des projets, hôpitaux ou écoles, par exemple, au sein de régions défavorisées, des projets choisis par ordre de priorité via des comités régionaux populaires
Et pendant ce temps, les inquiétudes sont toujours présentes sur l'issue de cette crise politique. Le chef de la diplomatie française a appelé ce mercredi à la nomination rapide d'un chef du gouvernement tout en rassurant sur le soutien de la France pour faire face à la situation sanitaire liée au Covid-19 dans ce pays. Fin de ce journal, à présent le rappel des titres. Le 27e congrès de l'UPU, l'Union postale universelle, l'événement aura lieu à Abidjan du 9 au 27 août prochain. 192 pays prendront part à ce congrès qui va observer quelques restrictions. Pandémie de Covid-19 oblige. 123 établissements sanitaires bientôt réhabilités et équipés. La signature de convention entre le ministre de la Santé et l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire vient d'être signée. Le projet est financé par la Banque d'investissement de la CEDEAO. Les travaux vont durer à 12 mois. Et puis, affaire des biens mal acquis en Guinée équatoriale, le fils du président condamné en appel à 3 ans de prison avec sursis. Il est reproché à Théodorin Obiang le détournement de biens publics. Tous ces biens en France, d'une valeur de près de 100 milliards de francs CFA, ont été saisis. Merci à vous, Charles Cablan. Madame, Monsieur, c'était le premier journal de la journée sur Radio Côte d'Ivoire. À suivre à 6h20, l'invité du jour, mais avant, le journal du sport, la 2e édition. La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Koulibaly Sandou. Bonjour Estella Soumou, bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité sportive est consacré aux Jeux Olympiques. C'est ici et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Comme en 2008 à Pékin, les éléphants espoirs seront au rendez-vous des quarts de finale du tour masculin de football. Oui, Estelle Assoumou. Hier, mercredi, les poulains d'Aïdara Choualio ont tenu en échec les vice-champions olympiques allemands. 1 but partout pour s'offrir leur qualification. Dominée en première période, la Côte d'Ivoire se montre plus entreprenante au retour des vestiaires et ouvre le score à la 67e minute dans un cafouillage suite à un autogol. Mais la joie sera de courte durée puisque les Allemands font de nouveau douter les Ivoiriens en égalisant peu après sur un coup franc des doigts Lewent à la 73e minute. La Côte d'Ivoire gère le reste de la partie jusqu'au coup de sifflet final. Pour sa 2e participation, la Côte d'Ivoire reste invaincue et retrouve les quarts de finale des Jeux Olympiques comme en 2008, vous le disiez. Réaction du coach Aïdara Choualio au thème de cette rencontre, il a été joint à Vérité des Sports. Au-delà des attentes du peuple et des sportifs ivoiriens, il y a le fait que ces jeunes-là veulent prendre du plaisir. Ils n'ont pas envie de bouder leur plaisir. Ils ne savent pas s'ils auront la chance une fois encore de participer à ces Jeux Olympiques. Aujourd'hui, ils y sont. Ils veulent donner le maximum d'eux-mêmes. Et quand vous voyez des joueurs faire des efforts aussi énormes sans préparation, vous devez comprendre que mentalement, c'est des gens qui sont prêts à défendre leur prestige. Ils sont prêts à défendre les couleurs nationales. C'est d'abord le plaisir de ces jeunes-là. S'ils veulent continuer de prendre du plaisir, alors ce plaisir-là pourra vous donner la possibilité de rêver plus grand. Aïdara Choualio, c'était hier à l'émission Vérité des Sports. Des journalistes ivoiriens saluent le parcours remarquable des éléphants dans cette poule D, considérée comme groupe de la mort. Joseph Kini du magazine Nouvelle Afrique. Sur l'ensemble des 3 matchs, les éléphants réalisent un beau petit parcours. Il faut les féliciter. Féliciter le coach qui a cru. On a décrié la mauvaise préparation, mais là, les éléphants étonnent tout le monde. Patrick Guité, rédacteur en chef sportivoire.ci. La qualification des éléphants, il ne faut pas se leurrer au Japon. C'est une grosse surprise. Personne ne s'y attendait parce qu'ils ne se sont pas préparés dans de bonnes conditions. Mais après, sur le terrain, ils ont fait fi de tout ça. Ils se sont mis au-dessus de toutes les difficultés parce qu'il y a des individualités qui
compose cette équipe. On ne va pas y revenir là-dessus, mais c'est surtout un esprit d'équipe, d'entraide, de solidarité et de solidité et de discipline qui a permis donc à ces éléphants-là de se qualifier pour les quarts. Prince Akabla, au vu de la préparation, l'équipe a le potentiel, mais vu qu'elle ne s'est pas préparée dans de meilleures conditions, c'est pour cela que je dis que ça reste une surprise. Maintenant, l'équipe est qualifiée, je pense qu'ils peuvent aller au plus haut sommet. En cas de finale, la Côte d'Ivoire affrontera l'Espagne, premier du groupe C samedi prochain, quand l'Égypte, l'autre représentant africain encore en vie, sera face au Brésil. Le Mexique, l'âge vainqueur de la France 4-0, affrontera la Corée du Sud et le Japon, pays hôte, sera face à la Nouvelle-Zélande. Et puis, athlétisme, dernière chance de médaille pour la Côte d'Ivoire. Oui, la série du 100 mètres dames débute cette nuit avec les entrées en lice des Talou Marie-Josée et Muriel Aouré. Nos deux sprinteuses, respectivement âgées de 29 et 30 ans, disputent certainement leurs derniers Jeux Olympiques. Elles auront donc à cœur de tout donner dans l'optique d'ajouter à leur palmarès des médailles olympiques. Quand Sisségueux Atu, le troisième représentant ivoirien, fera son entrée un peu plus tard. Et puis, athlétisme toujours, 20 athlètes, dont 14 Africains ont été écartés des épreuves des Jeux Olympiques. Ces athlètes viennent de l'Éthiopie, du Kenya, du Maroc et surtout du Nigeria. Ces derniers n'ont pas respecté les règles en matière de contrôle antidopage à assurer l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Et puis, après une semaine de compétition, la Corée du Sud est en tête du classement des médailles. Oui, ce pays asiatique est en tête avec 11 métaux, dont 4 en or. Devant l'Allemagne, 11 médailles, 3 or. La France est 3e avec 9 médailles, 3 or également. La Tunisie, 25e mondial, premier pays africain avec un total de 3 métaux, dont 1 en or. Devant l'Afrique du Sud, 2 argent, et l'Égypte arrive en 3e position avec ses 2 médailles de bronze. La Côte d'Ivoire est juste derrière à la 4e place, classée 58e mondial, donc 4e africain avec sa seule médaille de bronze. Œuvre de Gbagbi Marie-Ruth Christelle au taekwondo, voilà, qui marque la fin de ce journal des Jeux Olympiques. Bonne suite de programme à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Clémalie Sandou. On vous souhaite un très bon jeudi. À 7h30, madame, monsieur, vous retrouverez Anja Sokro pour la matinale des sports. Madame, Monsieur, retrouvons notre invité du jour. On vous le disait, nommé parmi les 14 ministres gouverneurs, Albert Flandé, accompagné de tous les ministres et secrétaires d'État ainsi que plusieurs élus et cadres du district des montagnes qui comprend les régions du Cavali, du Guémon et du Tongpi, est allé se confier aux chefs traditionnels de ces localités afin de recevoir leur onction pour mener à bien sa mission. Au terme de la rencontre, il s'est entretenu avec notre correspondant permanent à Mans, Gervais Kouassi. L'invité du jour. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous présenter vos circonscriptions administratives? Je voulais d'abord dire merci à Radio Côte d'Ivoire, présenter au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, toutes mes civilités et lui exprimer toute ma reconnaissance pour avoir une fois de plus fait confiance à ma modeste personne. Concernant le district autonome des montagnes, c'est l'un des 14 districts que le président a décidé de créer pour rapprocher l'administration des administrés et coordonner les activités qui sont menées aussi bien par les structures décentralisées que les structures déconcentrées de l'État. Le district autonome des montagnes, c'est 3 régions, le Cavali, le Guémon et le Tongpi. 13 départements, 73 sous-préfectures, 3 chefs-lieux de région et c'est aussi plus de 900 villages. Selon le recensement général de la population de 2014, plus de 2 300 000 habitants, plus de 31 000 km². C'est une aire géographique qui a des potentialités économiques, touristiques, agricoles et j'en passe. Monsieur le ministre, on voit que vous maîtrisez bien le district des montagnes. Quelles sont les missions qui vous sont assignées? Les missions du district sont consignées dans une loi de 2014 qui a été explicitée dans le décret que le chef de l'État a signé en juin. Le district autonome est chargé principalement de coordonner
la mise en œuvre des politiques, aussi bien par l'État et ses structures déconcentrées, et puis coordonner aussi la mise en œuvre des grands projets dans les régions, coordonner et suivre la mise en œuvre des politiques par les structures décentralisées, c'est-à-dire les communes et les régions. Le ministre-gouverneur du district a pour rôle de faire en sorte que toutes les actions qui sont décidées au niveau de l'État puissent se traduire sur le terrain par l'amélioration des conditions de vie de la population. En d'autres termes, le commun des mortels, est-ce qu'on peut dire que monsieur le ministre est l'œil et l'oreille du président de la République? Il est l'œil, l'oreille, mais surtout le bras séculier pour que ce que le président a développé dans son programme de gouvernement puisse vraiment être ressenti sur le terrain de façon concrète. Quelles seront vos priorités ici dans le district des montagnes? Faire en sorte que nous sachions quels sont les desiderata, quels sont les besoins ressentis par les populations. Quand on a évalué ça au bout d'un processus itératif et participatif, c'est-à-dire on va faire des visites de terrain. On sait très bien que la première difficulté, ça va être les routes avec les pistes. Il y a 3 chefs de département qui ne sont pas reliés par le bitume, contrairement aux vœux du chef de l'État, pour que nos populations puissent circuler librement et pour que les produits qui sont, disons, du terroir puissent arriver au niveau où les populations se trouvent, en particulier le milieu urbain. Comment comptez-vous réussir cette mission? Avoir réussi cette mission grâce à la contribution de tout un chacun. Premièrement, je pense qu'il faudra qu'on fasse l'union autour de l'équipe que le président a choisie pour mettre en œuvre cette politique-là. Indépendamment ou au-dessus des considérations politiques et surtout politiciennes, pour dire le développement de notre région, c'est ça qui est prioritaire. Où sera situé votre cabinet? Les ministres et gouverneurs doivent résider dans les chefs-lieux de district. En ce qui nous concerne donc, c'est la commune de Mans. Est-ce que vous prenez part au conseil des ministres? Nous sommes des ministres qui ne sont pas dans le gouvernement. Seulement, nous avons des rencontres périodiques avec le chef de l'État et avec le Premier ministre. Je dois rappeler que la tutelle des districts, c'est monsieur le Premier ministre et la primature. Par contre, nos programmes, une fois le schéma directeur élaboré, une fois les livres blancs élaborés, avant de les mettre en œuvre et les suivre, ils doivent être validés par le Conseil des ministres. Ne craignez-vous pas un conflit de compétences entre vous et les autorités préfectorales d'une part et d'autre part avec les conseils régionaux? L'architecture structurelle et administrative, voire même politique, de toutes les entités, c'est fait de façon cohérente par les tests des lois. Ce que je peux vous dire, c'est que les districts sont le premier niveau de déconcentration et de décentralisation. Nous sommes au thème de notre entretien. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.